France Inter. Catherine Boulet. Éric Delvaux. Le 5-7. Votre invité ce matin, Éric Delvaux, c'est la sociologue Monique Pinson-Charlot, co-auteure du livre Les prédateurs au pouvoir, main basse sur notre avenir, paru aux éditions Textuelles. Oui, et ce livre est une critique radicale du néolibéralisme, ce néolibéralisme censé dicter les programmes des politiques au pouvoir en général, et des deux derniers candidats pour la présidentielle en particulier. Bonjour Monique Pinson-Charlot. À 13 jours du second tour, donc vous mettez dans le même panier d'oligarques Trump, Fillon, Le Pen, Macron. De qui sont-ils les représentants à vos yeux ? Ils sont les représentants d'une part du système capitaliste dans cette phase épouvantable qu'est le néolibéralisme, cette phase où la finance prend le pouvoir sur le politique, et ils sont tous dans le même sac parce que cette oligarchie, pour perdurer, a besoin de construire de fausses alternances. Et donc là, on est face justement, on avait des candidats Fillon, Trump, parce qu'il vient d'arriver, les milliardaires sont au pouvoir, il vient d'arriver aux États-Unis, Marine Le Pen, tout ça, avec des discours différents. La seule chose qui compte, c'est au fond de faire en sorte que l'oligarchie puisse continuer à concentrer de plus en plus toutes les richesses et tous les pouvoirs. Et ce, dans je suis désolée du discours fort que nous tenons, mon mari et moi, mais nous avons travaillé 30 ans auprès des familles les plus fortunées, et c'est le résultat de ces enquêtes sociologiques et ethnologiques que de dire qu'il s'agit d'une guerre de classe que mènent les plus riches contre les peuples. Oui, on vous appelle d'ailleurs les sociologues de la bourgeoisie. Les deux derniers candidats qui se présentent pourtant anti-système ne seraient donc, à vos yeux, que les bras de lobby politique de la financiarisation de la société? Est-ce qu'ils le font sciemment? Alors, ils ne sont pas les bras, ils sont au cœur. Ils sont des membres. Aussi bien Marine Le Pen que Emmanuel Macron, puisque ce sont les deux derniers candidats en lice. Ils sont au cœur de cette plutocratie, de cette oligarchie, et ils sont là pour défendre les intérêts de cette oligarchie. Alors ils le font de manière différente. Emmanuel Macron est un parfait représentant du système, donc il a fait l'ENA, l'école du pouvoir en France. C'est un fait aggravant pour vous, l'ENA. C'est pas un fait aggravant, c'est un fait. Je ne porte pas de jugement de valeur. Vous dites que l'ENA reproduit la caste des oligarques. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis ensuite, je vous cite. Merci. Ensuite, il travaille sous Jean-Pierre Jouyet à Bercy dans le corps de l'inspection des finances. Il est sorti en tête de l'ENA. Ensuite, il travaille pour Nicolas Sarkozy, au cœur du système dès 2007, comme président adjoint de la commission pour la relance de la croissance. Là, il rencontre des gens très intéressants comme le PDG de Nestlé. Du coup, après, il part directement chez Rothschild faire, dans le service des acquisitions fusion, une négociation à 9 milliards pour que Nestlé puisse racheter une filiale de Pfizer. Et il y aura Jacques Attali ensuite. Voilà, Jacques Attali qui l'aide. Ensuite, il arrive directement au secrétariat général de l'Élysée. C'est lui qui est à la tête, qui a toute l'idée de la politique économique de François Hollande, le CICE, le pacte de responsabilité, c'est Macron. Ensuite, comme ministre de l'économie et des finances, on a toutes les lois Macron qui n'ont pas été votées par le Parlement, mais par le 49.3. Donc, il y a 6 mois, il était encore au ministère. Donc, excusez-moi, mais si Emmanuel Macron n'est pas un représentant parfait du système, ni droite, ni gauche, ni privé, ni public, il fête à la rotonde, c'est parfait, puisque maintenant la rive gauche est devenue la rive droite. Le luxe, l'argent a envahi de partout. C'est la pensée unique. On est dans Orwell 1984. Quel sera le résultat de cette analyse sur votre vote à vous dimanche 7 mai ? Eh bien, écoutez, je pense que cela va un peu de soi, dans la mesure où il n'est pas question pour moi de voter ni pour l'un ni pour l'autre, puisque Marine Le Pen, elle, a salué avec grand cri de joie la victoire électorale de Donald Trump, et il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux personnages, puisque dès que Donald Trump, qui s'est fait élire sur des voix populaires, des pauvres Américains qui avaient souffert de la crise financière,
Il a d'emblée nommé tous les banquiers de Goldman Sachs auprès de lui. Toute sa famille fait partie de la proximité de son pouvoir. Et on voit bien que Marine Le Pen, c'est un fonds de commerce, un parti politique fait dynastie familiale. On voit bien que dès qu'elle essaye de capter, elle est chargée de capter les voix de la gauche pour faire croire, pour prendre les voix du peuple. Et bien entendu, après, elle fera comme Donald Trump, elle trahira. Mais même si elle s'en défend pendant ce second tour de la marque Front National, est-ce que l'histoire du Front National fondée sur le refus de lâcher l'Algérie française, est-ce que ça ne vous incite pas à voter pour un candidat plus qu'une autre? Bien, écoutez, je vais vous dire qui a créé qui a fait monter le Front National. La proportionnelle de François Mitterrand? La proportionnelle de François Mitterrand. François Mitterrand, vous savez, dès 1983, intervient en personne auprès des grands propriétaires des médias de l'époque pour demander à ce que Jean-Marie Le Pen soit invité sur les plateaux. Ensuite, la proportionnelle, c'est François Mitterrand. Et ensuite, je suis désolée, mais je trouve que le quinquennat de François Hollande a fait véritablement le lit, a ouvert une autoroute au Front National. Alors, il y a un moment où on en a marre d'être pris pour des... J'ai pas envie de me faire piéger. Je suis pas du gibier qui doit être piégé. Je réfléchis, j'analyse. Et j'ose écrire et j'ai la chance de pouvoir passer à votre antenne. Vous confirmez la posture de Jean-Luc Mélenchon ce matin? Alors, c'est Nini, la posture de Jean-Luc Mélenchon? Il va le préciser dans quelques jours lorsque les adhérents de son mouvement se seront prononcés. Oui. Écoutez, je pense que ce que je vous ai dit, les analyses de mon mari et de moi sont suffisamment claires, sont suffisamment graves, puisque nous montrons aussi dans ce petit livre que cette oligarchie a créé des produits financiers que connaît très bien Emmanuel Macron pour spéculer sur le réchauffement climatique, pour marchandiser tout le secteur public lié au travail social et à l'aide aux plus démunis. C'est le social impact bond que vous dénoncez? Voilà, tous ces produits financiers qui sont là pour détruire les peuples, déshumaniser les peuples et faire en sorte de créer une véritable déshumanisation qui ira peut-être jusqu'à un nouvel esclavagisme des temps modernes. C'est le grand capital qui finance désormais les actions sociales et ça vous inquiète au plus haut degré? Alors vous dites le grand capital, moi je dis les oligarques, parce que le capital c'est trop désincarné. Ce sont des gens faits de chair et d'os qui construisent les déficits publics, qui nous mènent une guerre, et d'autres hommes et femmes faits de chair et de sang doivent pouvoir démolir tout ça. Il y a un contre-exemple concernant Emmanuel Macron, c'est l'un des lobbyistes de Servier qui a démissionné parce que sa famille était trop proche justement de la galaxie Macron. Oh oui, mais alors il n'a pas démissionné, il a été démissionné. Parce qu'il y a eu un lanceur d'alerte qui a fait son travail et qui a montré que le principal banquier qui finance Emmanuel Macron a pour frère un monsieur qui fait le lobbying au bénéfice des laboratoires Servier. Donc il n'a pas démissionné, il a été dénoncé. Eh bien, on lira votre point de vue donc dans ce livre. Ça s'appelle Les prédateurs au pouvoir, main basse sur notre avenir. C'est paru chez Textuel. Merci Monique Pinson-Charlot d'être venue ce matin sur France Inter. Bonne journée. Le temps.